Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Comme fréquemment je suis en retard sur mon planning, et ben voilà, la chaleur qui démotivait pour m'enfermer. Alors, je sais pas si ça se voit trop là. Voilà, quand j'enregistre, je ferme la porte. Et bon, c'est pas très agréable, puis les vacances, puis tout ça, et puis le fait que certaines de ces vidéos me motivent pas, donc j'ai tardé. Bref, aujourd'hui, on va voir le deck du deuxième investigateur du cycle La Cité Engloutie, le chercheur, enfin un des deux chercheurs, Lucius Galloway. Alors, rappel sur l'investigateur, Lucius Galloway, le poète, il a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 5 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait érudit et rêveur. Réaction, après que vous avez échappé avec succès un ennemi, avec une différence de 2 ou plus, découvre un indice dans votre lieu, limite d'une fois par round. Signe des anciens, plus 1 pour chaque ennemi dans votre lieu. Taille de deck 30, carte chercheur, carte truand jusqu'au niveau 2 et carte neutre. Voilà. Donc on a un chercheur qui est bon en intelligence, qui est faible en volonté, qui est nul en combat, qui est bon en agilité, et il découvre jusqu'à un indice par round en échappant largement, en échappant avec une réussite de 2 ou plus. Voilà. Donc on peut échapper facilement aux ennemis, on peut enquêter assez facilement, et en échappant, on gagne des indices. Voilà. Par contre, pour le combat, il faudra pas utiliser la volonté. Sa carte signature, le livre des strophes, un livre, mais qui n'occupe pas d'emplacement de main, qui n'occupe aucun emplacement, utilisation une inspiration, reconstituez cette inspiration la première fois que vous découvrez un indice à chaque round, et au passage, tant que j'y pense, peu importe comment vous découvrez l'indice. Ok. Réaction, après avoir révélé des pions KO lors d'un test de compétence, dépensez une inspiration, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test de compétence. En cas de réussite avec un écart exact de 0, piochez une carte. Donc, on a une carte qui s'utilise, qui a une utilisation et qu'on peut recharger qu'une fois par round. Donc on peut considérer que c'est une carte qui s'utilisera maximum une fois par round. Et une fois par round, vous pouvez vous donner 1 plus 1 une valeur de compétence. Ce qui vous aidera à réussir vos évasions de 2. Donc vous devez, chaque fois que vous faites une évasion dans un lieu dans lequel il y a un indice, s'il n'y a pas d'indice, vous vous souciez uniquement de réussir l'évasion. S'il y a un indice, vous voulez réussir de 2, le livre vous fournit un plus 1, donc vous devez viser la réussite de 1, voilà. Et par contre, si vous réussissez de pile 0, ce qui est gênant si vous vouliez réussir votre évasion de 2, vous piochez une carte. Bon, c'est toujours ça de prix. Sa faiblesse, rêve d'inondation, vous la mettez en jeu dans votre zone de menace, et la première fois que vous découvrez un ou plusieurs indices lors de votre tour, vous subissez une horreur et vous mélangez rêve d'inondation dans votre deck. Je suis en train de penser à un truc, alors c'est quand on découvre un ou plusieurs indices lors de son tour. Donc je me dis, dans certains decks, c'est pas un truc que j'ai visé dans celui-là, mais dans certains decks, on peut viser le « je découvre les indices hors de mon tour ». Bon. Mais là, concrètement, vous trouvez des indices, vous prenez une horreur, vous mélangez ça dans votre deck, vous le repiocherez plus tard. Bon. Vous n'avez que 6 points de santé mentale, peut-être qu'il fera encaisser avec les alliés. Ok. Donc ça c'est les rappels, et maintenant concrètement le deck. Alors c'est un deck solo, moi je fais rarement des decks solo, donc dès qu'un investigateur me semble un peu meilleur que la moyenne en solo, je le fais. Enfin je choisis cet investigateur là pour présenter un deck solo. Pourquoi deck solo ? Tout simplement parce que sa réaction fait que quand il gère un ennemi en lui échappant, il obtient un indice. Je le dis à chaque fois, Arkham, de mon point de vue, et je sais pas, ça me paraît très bizarre de voir les choses autrement, le but, c'est d'avoir les indices pour avancer dans le deck Act, pour avoir la meilleure conclusion possible,
Et la gestion des ennemis, c'est ce qu'on fait pour se donner le temps pour trouver les indices. Et lui, quand il temporise les ennemis en leur échappant, il trouve des indices. Donc dans une même action, il avance dans le scénario et il délaie les ennemis, c'est-à-dire il retarde le truc qui peut l'empêcher d'avancer dans le scénario. Voilà. Il y a aussi un autre truc, c'est que en solo, il y a moins d'indices. Moi je considère que dans le jeu, les lieux, à peu près tous, ils ont un indice, ou un indice par investigateur, ou deux indices par investigateur, ou trois indices par investigateur. Donc, en solo, ça fait de 1 à 3 indices par lieu, généralement 1 ou 2, et 3 c'est plus rare. Ça se voit notamment dans certains lieux de fin de scénario, mais en cours de scénario, ça se voit peu. En duo, ça veut dire de 1 à 6 indices, et généralement de 1 à 4, et 6 pour le lieu de fin de scénario. Donc ça veut dire que quand vous jouez en duo Lucius Galloway, sa réaction va vous donner si on part sur généralement 2 indices par lieu, ça veut dire que sa réaction vous donne le quart des indices du lieu. Si vous jouez en solo, que vous considérez que la majorité des lieux ont 2 indices par investigateur, ça veut dire que sa réaction vous donne la moitié des indices. Et potentiellement, on va être dans une logique au round N, j'échappe à un ennemi, je prends un des 2 indices du lieu, je fais divers trucs, je sais pas, jouer des cartes, faire des actions pour je sais pas, piocher, pour prendre des ressources, bref, peu importe. Je finis mon tour dans le lieu, phase d'entretien, l'ennemi se redresse, mais il m'attaque pas vu que la phase des ennemis est déjà passée. Tour suivant, je commence mon tour en échappant à cet ennemi, je vide le lieu de ses indices et je sors. Et donc j'ai pas eu besoin d'enquêter dans le lieu. Donc voilà, Lucius à la fois il a la gestion des ennemis et la gestion des indices combinés, donc très pratique en solo, et sa réaction fait que sans avoir à faire de test, il récupère une part significative des indices de son lieu. Voilà. Pourquoi 36 XP ? En solo, on risque quand même de moins rafler l'XP. Voilà. Alors, comme pour... Évidemment, je bug, pour Marion Tavares, je vais mentionner les cartes à peu près dans l'ordre ou par groupe logique, me semble-t-il. C'est ce que j'avais en tête. Alors attendez, je regarde rapidement. Ouais voilà, non là j'ai choisi plutôt par ordre logique. Donc Lucius Galloway, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut échapper à des ennemis. En solo, l'inconvénient par rapport à si on le joue en duo, c'est que on ne pioche qu'une carte rencontre par round. On a une seule carte pour trouver l'ennemi qui va nous aider à trouver les indices. Et donc ça veut dire qu'il va falloir, dans une certaine mesure, provoquer l'arrivée des ennemis. Donc bien évidemment, je mets en 2 exemplaires la carte « Vous venez pour la fête ». Vous allez chercher un ennemi non élite dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et vous le générez, incliné et engagé avec vous. Puis vous piochez un nombre de cartes égal à la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. Donc cette carte-là, principal intérêt, c'est que vous allez chercher un ennemi non élite, tant mieux comme ça vous mettez pas un ennemi trop fort, mais c'est dans tout le deck rencontre ou toute la pile de défausse rencontre. Donc, à partir du moment où il y a au moins un ennemi non mis de côté, vous avez votre ennemi. Alors il y a des scénarios, je suis en train de penser d'un coup, la campagne, c'est quoi, c'est les clés écarlates que j'ai tenté une seule fois, ça m'a pas, j'ai pas trop eu envie de recommencer. De mémoire, le grand truc, c'est les ennemis, on les met de côté, il y a un deck, je sais plus, ombre, dissimulation, un truc comme ça. Là, ça peut être gênant, mais sinon, n'importe quel scénario, il y a un ennemi non élite dans le deck de rencontre ou dans la défausse,
vous avez l'ennemi que vous voulez. Enfin, vous avez un ennemi, ce que vous voulez pour plus tard activer la capacité de Lucius. Deuxième effet intéressant, vous piochez des cartes. Alors, somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi, ça va être une ou deux cartes, rarement plus, ok. Et cet ennemi, il est incliné, donc pas d'attaque d'opportunité de sa part, engagé avec vous, donc si c'est un ennemi qui est normalement distant, il n'y a pas le « je dois l'engager pour plus tard lui échapper », ok. Et il y a un truc, c'est que il est incliné, donc on se dit un ennemi incliné, c'est... Voilà, j'ai déjà les... Alors il est incliné et engagé que vous, donc vous avez la moitié de l'effet de l'évasion. L'évasion c'est on incline et on se désengage. Là il est incliné mais engagé. Mais rien ne vous empêche d'échapper à un ennemi incliné. Donc une fois que vous l'avez généré engagé que vous, soit vous dites ce round-ci je lui échappe, bon il est déjà incliné mais en plus de ça maintenant il se désengage, et si vous réussissez assez largement vous avez votre indice, soit vous dites je fais d'autres choses et j'attends le prochain tour pour lui échapper. Voilà. Donc première carte pour augmenter vos chances d'avoir des ennemis engagés avec vous. Deuxième carte, taper dans la fourmilière. Alors là, ce coup-ci, l'ennemi non élite, il faut le prendre parmi les 9 cartes du dessus deck rencontre. Donc il y a la possibilité que la carte ne fonctionne pas. Vous le générez engagé avec vous, pas incliné, mais encore une fois, ça contourne l'effet, le trait, le mot-clé, je vais y arriver, le mot-clé distant. Vous découvrez un indice, ok, et vous gagnez des ressources, X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi. Et ensuite vous mélangez le deck rencontre. Donc là vous gagnez 1-2 ressources, peut-être 3. Vous avez un indice, et maintenant que vous êtes engagé avec l'ennemi, vous pouvez essayer de lui échapper pour potentiellement un deuxième indice. Mais encore une fois, ça peut ne pas marcher. Donc à manier avec précaution, il faut voir est-ce que vous connaissez ou pas le scénario. Est-ce que quand vous avez mis en place le scénario, vous avez regardé les cartes pour compter le nombre d'ennemis? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans la défausse? Est-ce qu'il y a des ennemis qui ont été mis de côté? Tout ça, faut estimer ses chances que ça marche. Et voilà. Et donc dans ce deck de 45 cartes, parce qu'il y a apprentissage forcé, on a un total de 4 cartes, 1 sur 11. Voilà. Alors apprentissage forcé, ça vous fait quand même tourner rapidement dans votre deck. Mais dans votre pioche, vous avez une carte sur 11, une carte sur 10, si on considère que vous avez une main de départ de 5 cartes, qui vous font venir un ennemi. Voilà. Et voilà. Donc il y a des chances que... Enfin, ça limite les risques que Lucius se dise... Qu'en jouant Lucius, vous disiez, mince, je peux pas l'utiliser à fond parce que j'ai pas d'ennemis. Dans ce deck, il y a aussi énigme existentielle. Un événement qui coûte 1, discussion, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et effectuez un test de volonté ou d'intelligence de difficulté 8. Logiquement, vous allez choisir l'intelligence. La difficulté de ce test diminue de 1 pour chaque autre carte dans votre main. Ok. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi choisi et attachez-lui énigme existentielle. L'ennemi attaché gagne distant. Alors, cette carte-là est paradoxale, parce que c'est une carte, alors il faut réussir le test, vous avez une intelligence de 4, donc vous êtes à 4 contre 8, si vous avez 4 cartes en main, en plus de celle-là, ça fera du 4 contre 4, donc il faudra se donner les moyens de réussir le test, monter à 6 ou plus cartes en main, booster avec perception, et si vous réussissez votre test, vous faites une évasion automatique. Donc ça ne déclenche pas la capacité de Lucius. Bon, c'est dommage. L'ennemi gagne distant. Une fois qu'il est distant, il ne vous réengage plus, et vous n'avez plus de nécessité à lui échapper. Donc a priori, ça donne l'impression que cet ennemi n'est plus utile à Lucius.
Sauf que si vous choisissez un ennemi chasseur, maintenant il vous suit pendant tout le reste du scénario, et si vraiment vous n'avez plus pioché d'ennemis, si vous n'avez pas... j'arriverai jamais à retenir le nom de cette carte, vous venez pour la fête ou tapez dans la fourmilière, pour faire venir de nouveaux ennemis, et vous avez cet ennemi, tout ce que vous avez à faire c'est action 1, je l'engage, et action 2, je lui échappe en visant la réussite de 2, et comme ça j'ai mon indice. Et une fois que je lui ai échappé, comme il est distant, il me réengage pas, tant que je ne souhaite pas qu'il me réengage. Donc c'est un peu l'idée c'est un petit peu si je peux pas faire venir à moi un ennemi, je maintiens un ennemi qui ne me gêne pas. Parce que les ennemis qu'on fait venir avec vous venez pour la fête et tapez dans la fourmilière, s'ils sont pas chasseurs, une fois qu'on leur a échappé, on sort de leur lieu le plus vite possible. Si, on verra plus tard comment, on les vainc, ils sont vaincus, on s'en soucie plus, mais si on les vainc pas et qu'ils sont chasseurs, il va falloir leur échapper, potentiellement à des moments où on ne le souhaite pas. D'où l'utilisation d'énigmes existentielles. Se faufiler, bien évidemment, il y a accès, donc il prend la carte. Alors la version de niveau 2, ça coûte 2, échappez à, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion, donc il fait un test à 9 de valeur de compétence. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez ce faufilet dans votre main à la fin de votre tour. C'est de l'évasion, à 9 de valeur de compétence. Si vous réussissez, si vous ratez, c'est raté. Si vous réussissez de 0, vous avez échappé à un ennemi. Et voilà. Si vous réussissez de 1 ou plus, et que cet ennemi est non élite, il ne se redresse pas, donc il ne vous gênera pas le round prochain. Et encore une fois, un ennemi incliné, on peut quand même choisir de lui rééchapper plus tard. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous gagnez un indice, et si vous réussissez de 3 ou plus, vous renvoyez dans votre main cette carte qui vous aide à réussir de 2 ou plus à chaque tour. Voilà. D'ailleurs, pour réussir de 2 ou plus, idéalement de 3 ou plus, on a vu, il y a le livre, mais dans ce deck, on a aussi, j'en ai mis une copie du totem macabre chercheur de niveau 3. Je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, voilà, vous attribuez une carte, un test de compétence, vous l'inclinez, la carte a une occurrence supplémentaire de l'une de ses icônes de compétence. Et si vous réussissez le test, vous piochez une carte. Donc vous visez la réussite de 3 ou plus, le plus 1 de totem macabre, le plus 1 du livre, si vous avez ces 2 cartes en jeu bien sûr. Donc en fait, la réussite large n'est pas si dure que ça à atteindre, une fois que vous êtes installé. Donc pour réussir largement, on veut des bonus passifs, l'imperméable. Vous avez plus en agilité lors des tentatives d'évasion. Mais aussi Alton O'Connell, vous avez plus en agilité. Réaction, après que vous avez réussi un test de compétence avec un écart exact de 3. Or, l'écart de 3, c'est ce que vous visez pour se faufiler. Alors, il faudra quand même avoir l'écart exact de 3, pas 4, pas 5, 3 piles. Voilà, c'est comme comment ça s'appelle déjà, comme dans Sacré Graal, ni 2, ni 4, encore moins 5, mais tout pile 3. Voilà, vous mettez une ressource en tant que preuve, et en capacité gratuite, vous l'inclinez, vous dépensez X preuves, vous découvrez un indice dans votre lieu, où X est la valeur occulte de votre lieu. Voilà, donc encore un bonus. Vous avez de base 5, si vous utilisez ce faufilet, vous montez à 9, l'imperméable vous montez à 10, Alton O'Connell vous montez à 11, le totem macabre, vous montez à 12. Le livre, vous pouvez monter vous pouvez vous donner un plus 1. Bon, alors,
j'insiste sur le une fois que vous êtes installé, vous avez quand même de bons bonus. Ah, et j'oubliais, parce que j'ai mal préparé ma vidéo, j'oubliais également les chaussures de randonnée qui vous donnent un autre +1. Et en plus, réaction, après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Vous êtes dans un lieu qui ne contient qu'un seul indice. Vous échappez à un ennemi. Grâce à tous vos bonus, vous lui échappez, vous réussissez de 2 ou plus. Réaction de Lucius, vous prenez l'indice. Réaction de chaussures de randonnée, vous dites, il n'y a plus d'indice, je vais dans le lieu d'à côté. Soit parce qu'il est non révélé, soit parce qu'il y a un indice dedans. Et donc vous créez de la distance avec l'ennemi. Voilà. Déconcerté. Alors là je crois... J'ai pas précisé pour tout, déconcerté, j'ai trouvé la place pour en mettre 2. Alton O'Connell, comme c'est un allié nommé, j'en ai mis qu'un exemplaire. Chaussures de randonnée, 2 exemplaires, voilà. Donc on en est à déconcerté. Événement, qui coûte 2. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ensuite, si l'ennemi choisi est non élite, échappez-lui automatiquement. Il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Eh bien, je sais pas, cette carte est très bonne, hein. Vous avez la possibilité, en une action, de découvrir 2 indices dans votre lieu. Et potentiellement, l'ennemi, il ne se redresse pas, ce qui vous laisse de la marge. Alors, pour Lucius, il y a toujours ce questionnement, est-ce que vraiment je veux que les ennemis mettent du temps à se redresser? Est-ce que je veux que les ennemis mettent du temps à revenir proche de mon lieu? Ça faudra voir cas par cas en fonction des ennemis, est-ce qu'ils sont chasseurs, pas chasseurs, en fonction des lieux, est-ce qu'on va rester longtemps dans le lieu ou pas? Bon. Mais en tout cas, une action, 2 indices, si tout se passe bien. Donc probablement il faudra quand même se booster. Doppelganger en 3 exemplaires. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Réaction, après qu'un ennemi est entré dans ou a quitté le lieu attaché, renvoyez Doppelganger dans votre main. Soit vous effectuez une tentative d'évasion contre cet ennemi, soit vous vous déplacez immédiatement vers le lieu attaché. Vous avez le droit de déclencher cette capacité depuis n'importe quel lieu. Alors, donc de temps en temps, vous placez un Doppelganger dans un lieu. Ok. Et puis à un moment donné, un ennemi entre dans le lieu. Alors entrer dans le lieu, ça peut être quand il est généré. Ou alors l'ennemi sort du lieu. Par exemple, un ennemi chasseur qui est déplacé, ou un effet de jeu qui dit... Par exemple, dans le premier scénario, les ghouls se déplacent vers le salon. Ok. Ce genre d'effet de jeu. Vous avez la possibilité, soit... Alors déjà, il faut renvoyer Doppelganger dans votre main, ce qui veut dire que vous pourrez le réutiliser plus tard. Et ensuite, soit vous effectuez une tentative d'évasion, et, alors, potentiellement à distance, hein, et si vous réussissez de 2 ou plus, eh ben, vous trouvez un indice dans votre lieu. Attendez, je retrouve. Donc, votre ennemi est dans le lieu A, vous êtes dans le lieu B, vous activez Doppelganger, et si vous échappez de 2 ou plus à l'ennemi qui est dans le lieu A, vous avez l'indice dans le lieu B. Voilà. Si maintenant il n'y a pas d'indice dans votre lieu, mais qu'il y a un indice dans le lieu A, par exemple c'est un lieu qui a une valeur occulte de 6, et vous n'aviez pas la possibilité avant de réussir l'enquête, eh ben vous allez plutôt vous déplacer dans le lieu, vous téléportez, et dans le lieu, vous devenez engagé avec l'ennemi, probablement, sauf s'il y a un effet qui dit le contraire, et ensuite vous allez lui échapper pour trouver cet indice. Donc mettons que c'est un ennemi, qui est 2-2-2, vous allez faire une tentative d'évasion contre une difficulté de 2, plutôt qu'une enquête contre une difficulté de 6. Et si vous combinez avec déconcerté, vous pouvez tenter le « je me téléporte, je fais une évasion », je réussis largement, j'ai un indice, je joue déconcerté, je réussis mon test, j'ai 2 indices. Et en solo, 3 indices dans le même lieu,
généralement c'est lieu vide, et c'est un lieu à 3 indices, c'est souvent le lieu qu'on veut vider pour mettre fin au scénario. Je pense, alors, j'ai des problèmes avec les parties que je filme, j'ai des bugs qui me bloquent, mais le premier scénario du cercle brisé, c'est pas le meilleur exemple, parce que, il faudrait avoir mis... Non, c'est pas un bon exemple, mais, tenez, mettons... Bon, j'arrive pas à trouver d'exemple très précis, mais... mettons, vous êtes dans un scénario, vous êtes dans le lieu de fin de scénario, je sais pas, il y a 3 indices, ces valeurs occultes, 4, bon, c'est dur d'enquêter dedans, et ben, vous mettez Doppelganger dans ce lieu, vous videz les lieux à XP pour essayer d'avoir un maximum d'XP, puis à un moment donné, vous piochez un ennemi qui a un effet du style génération, n'importe quel lieu vide, le lieu le plus éloigné des investigateurs, n'importe quoi. Bref, un ennemi que vous pouvez choisir de mettre dans ce lieu de fin de scénario, vous le faites, grâce à Doppelganger vous téléportez, et en 2 actions, vous pouvez vider le lieu de ces indices, et mettre fin au scénario, et sans avoir eu à camper dans ce lieu, voilà, donc tout en vous laissant le temps de vider les autres lieux et d'accumuler l'XP. Alors, je mentionnais tout à l'heure tous les bonus que vous pouvez avoir pour viser la réussite de 3 ou plus pour envoyer ce faufilet dans votre main. Mais dans le deck, il y a aussi 2 copies de manœuvre audacieuse de niveau 2, rapide à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence. Vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour ce test, vous piochez une carte. Donc en fait, ce faufilet de niveau 2, à partir du moment où vous réussissez, vous pouvez dire « Ah, manœuvre audacieuse, j'ai la certitude de cumuler tous les effets. » Vous réussissez, alors il faut réussir, donc vous réussissez de 0 ou plus, avec manœuvre audacieuse, ça devient une réussite de 3 ou plus, et vous avez donc l'ennemi non élite qui ne se redresse pas, l'indice et ce faufilet qui vous revient en main, et la pioche d'une carte avec manœuvre audacieuse. Voilà. Alors je vais revenir un petit peu, je vais reprendre un peu les cartes dans l'ordre. Bon, lampe torche, c'est lampe torche. Lexique occulte, j'en parle plus tard. Sérum d'amplification des rêves, et ça vous... plus de dégâts. Ça vous permet de stocker les cartes en main, ça vous permet de conserver dans votre main manœuvre audacieuse pour le meilleur moment possible. Ça vous permet de diminuer la difficulté d'énigmes existentielles. Totem macabre, on en a parlé. Imperméable, on en a parlé. Sac à dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Vous avez 12 cartes qui ont le trait objet, c'est-à-dire que quand vous jouez un sac à dos, vous avez 11 cibles possibles. Ou dit autrement, une carte sur 4 dans votre deck est tutorable avec le sac à dos. Et le sac à dos il consulte 12 cartes. 12 cartes, donc statistiquement vous avez effectivement 3 cartes objets quand vous utilisez le sac à dos. Et ça va vous aider à vous installer plus rapidement votre imperméable, vos chaussures, etc., etc. Assistante de laboratoire, je l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais c'est un deck de style... Non, c'est pas vraiment un deck de style main pleine, dans le sens où on n'a pas plein de cartes qui bénéficient d'avoir beaucoup de cartes en main, mais c'est un deck qui a une copie du sérum d'amplification des rêves, 2 copies d'assistante de laboratoire. On peut avoir une taille limite de main de 10, ne compter que les cartes différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20 cartes en main pour avoir toujours la bonne carte au bon moment. Voilà. Éclaireur, pour se déplacer encore plus vite, notamment si on a laissé derrière soi 5 ennemis. Apprentissage forcé, charisme parce qu'on a 2 alliés, dans le vif du sujet je le mets dans tous mes decks à peu près. Demander un service, votre assistante de laboratoire a encaissé une horreur, vous la remontez dans votre main, vous essayez d'aller chercher Alton, et
si vous avez charisme en jeu, vous rejouez l'assistante de laboratoire. Voilà. La perfection vient de l'entraînement, pour moi encore c'est un classique, il y a 12 compétences, donc pareil, une carte, plus d'une carte sur 4 et une compétence. Alors, je regarde rapidement, et elles ont toutes le trait entraîné, donc voilà, plein de cibles pour la perfection vient de l'entraînement, un deck qui tourne assez vite, et voilà, j'ai tout mentionné, il ne reste plus que les compétences. Analyse, ça donne un icône libre. Après avoir révélé un pion KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de placer un de vos indices sur votre lieu pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Alors là, ça dépend. Alors, si vous faites un test autre qu'une évasion, vous voulez réussir le test, vous sacrifiez temporairement un de vos indices. Par exemple, vous piochez reste pourrissant, votre pion KO c'est l'échec automatique, vous voulez pas vous prendre 3 horreurs, vous dites tant pis pour l'indice, je le récupérerai plus tard, mais je veux me prendre moins de 3 horreurs. Si c'est dans une évasion, le paradoxe c'est que utiliser analyse vous oblige à reposer un indice dans votre lieu, et l'évasion, vous vous en servez pour gagner des indices. Donc, utiliser analyse vous bouffe le bénéfice de l'évasion réussi largement. Mais si, je sais pas, si l'ennemi a alerte, si le pion KO a un effet du style, en cas d'échec lors d'une tentative d'évasion, l'ennemi vous attaque, si vraiment l'enjeu est très fort, vous sacrifiez un indice et vous le repiocherez plus tard. Voilà. Déduction, c'est un classique, élan. Vous avez un bonus de +1. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Vous avez un deck qui vise les réussites larges pour les évasions. Donc, plein de cartes dans le deck aident à avoir ces réussites larges, notamment manœuvre audacieuse. Donc vous attribuez élan, vous attribuez à cette carte pour réussir largement. Par exemple, vous attribuez élan quand vous utilisez se faufiler. Vous avez manœuvre audacieuse en main. Si tout se passe bien, vous réussissez de 3. Votre prochain test, la difficulté est diminuée de 3, donc vous avez de bonnes chances de réussir. Par exemple, votre énigme existentielle, la difficulté passe de 8 à 5. Vous avez 4 cartes en main, la difficulté tombe à 1. Voilà. Ou alors, tout simplement, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte élevée, vous réussissez votre évasion de 3, premier indice, ensuite vous faites une enquête, par exemple avec lampe torche, le lieu perd 2 de valeur occulte, la difficulté est baissée de 3, c'est-à-dire que votre lieu qui avait une valeur occulte de 5, ça vous donne une enquête avec une difficulté de 0. Bon, pareil, vous avez déconcerté en main, il y a un oiseau bruyant, dans votre lieu, il y a un ennemi qui est 3-3-3, grâce à élan, alors l'ennemi a toujours sa valeur d'évasion de 3, mais la difficulté est baissée de 3, donc c'est un test de difficulté 0. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Perception, un classique. Plan d'action, je vais le mentionner rapidement. Plan d'action, un icône libre. Si c'est effectué avant ou pendant la première action de ce tour, ça gagne un icône de volonté et un icône d'agilité. Alors là, il y a le problème faudrait vérifier, faudrait demander à FFG. Je crois que je l'ai déjà mentionné, FFG a eu des réponses contradictoires sur le fait que la phase de mythe, c'est avant la première action du tour. Voilà, donc là, selon comment FFG voit les choses, plan d'action pendant la phase du mythe, c'est uniquement un icône libre, ou un icône libre et un icône de volonté et un icône d'agilité. À voir. En tout cas, le point important, c'est que cette carte-là,
Si vous piochez un ennemi, voilà, on va commencer par là, si vous piochez un ennemi à la face du mythe, votre première action, ça va être de temporiser l'ennemi, lui échapper. Et ben dans ce cas-là, icône libre plus icône d'agilité. Et puis si vous avez déjà échappé à l'ennemi, je couperai. Donc si vous l'utilisez sur votre première action, ça vous booste de 2 votre tentative d'évasion. Vous l'utilisez sur votre deuxième action, si vous réussissez, vous piochez une carte, c'est toujours ça à prendre. Et troisième action, alors plus 2 pour du combat, mais ce deck-là combat pas à la force, ou plus 2 pour de l'enquête. Donc par exemple, première action, j'échappe à l'ennemi, deuxième action, je joue lampe torche, troisième action, j'enquête à lampe torche, plus 2 en intelligence et moins 2 de valeur occulte. Porte-flingue, donc un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts à ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Ça vous aide à échapper à un ennemi, et ça vous permet de booster vos dégâts, donc ça s'attribue un test d'évasion quand on sait qu'on va vouloir vaincre l'ennemi plus tard. Bon, jusqu'à présent on n'a pas parlé de vaincre les ennemis, on a parlé de comment on les temporise, comment on leur échappe, comment on se déplace plus vite. Et il y a une carte que j'adore, je l'ai mentionné plein de fois, le lexique occulte de niveau 3, il vous fournit 3 exemplaires de rituel de sang, il fait que le 2 de chaque... les 2 dans le texte de rituel du sang, soit on les change en 3, soit on choisit de mélanger le rituel de sang dans son deck au lieu de le défausser, après l'avoir joué. Ok. Et en l'occurrence donc, rituel de sang, vous le jouez. Première possibilité, vous piochez 3 cartes, puis vous défaussez jusqu'à 3 cartes, et pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât ennemi dans le lieu. L'action ne provoque pas d'attaque d'opportunité, soit c'est 2 et 2, mais vous le remélangez dans votre deck plus tard. Donc à voir selon la quantité de dégâts que vous estimez devoir infliger pendant le scénario. Et la taille de votre deck, et l'avancement de la partie, tout ça. Mais donc en combinaison avec porte-flingue, vous voyez combien l'ennemi a de points de vie, vous diminuez ce montant de 1, et c'est le nombre de dégâts à faire avec le lexique occulte. Donc ça vous économise une ressource. Et ça vous économise potentiellement carrément un exemplaire de rituel de sang. Si l'ennemi est 4-4-4, vous n'avez plus que 3 dégâts à faire, et donc besoin plus que d'une copie de rituel de sang. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour du deck, et j'avais prévu l'éditeur pour montrer un truc, je suis plus sûr de ce que c'est, à part peut-être un truc. Ce deck a un défaut. Alors c'est un deck que je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué cet investigateur. Il y a un petit point quand même avec ce deck quand on regarde les graphiques. Voilà, il y a 15 cartes qui coûtent 2 ressources. Il y a 6 cartes qui coûtent 3 ressources, alors j'ai pas fait le calcul. Je sais pas, ça fait 30, ça fait 48, ça fait 55. 55 pour 34 cartes, ça fait plus de 1,5. Donc voilà, c'est un deck qui est relativement cher, et dans toutes les cartes, il n'y a pas de carte de ressources. Il n'y a aucune carte qui est... si. Les cartes qui font du gain de ressources, on va dire direct, il y a taper dans la fourmilière. Voilà. Donc 2 cartes qui vont chacune vous fournir 1 à 3 ressources. Et il y a potentiellement le rituel de sang. Voilà. Dans le pire des cas, vous manquez de ressources, vous jouez rituel de sang, vous piochez 2 cartes, vous défaussez 2 cartes pour gagner 2 ressources, et vous remélangez le rituel de sang dans votre deck. Donc voilà. C'est le défaut du deck, c'est à prendre en compte. Alors potentiellement, comme c'est un deck qui peut avoir beaucoup de cartes en main, potentiellement mettre écrit cryptique, mais sauf qu'écrit cryptique de niveau 2, ça coûte 2 expériences.
Voilà, donc c'est peut-être un défaut qui nécessitera une V2 du deck si je le joue un jour, si vous le jouez un jour. Le deck de début de campagne à 3 XP. Qu'est-ce qu'il y a à noter de particulier? Bon ben, sérum d'amplification des rêves, on en met 2, pour augmenter les chances de l'avoir. Totem macabre, 2, pareil. Alton O'Connell, pareil. Les 3 XP, c'est pour le lexique occulte, parce que le lexique occulte, je trouve qu'en solo, c'est vraiment... c'est vraiment le couteau suisse, vous manquez de ressources, c'est efficace. Vous n'arrivez pas à piocher la carte qu'il vous faut, ben ça vous fait piocher. Et il y a un ennemi qui vous pose problème, et ben vous pouvez essayer de le vaincre avec ça. Alors il y a 2 copies d'attaque par derrière pour combattre à l'agilité, parce que en début de campagne le deck est moins efficace pour l'évasion. On va probablement aussi piocher moins de cartes tant qu'on n'a pas le totem macabre amélioré. Donc je pense qu'il faut une autre solution de combat en plus du lexique occulte. Demander un service, ça c'est pareil, on commence avec 2 exemplaires. Entrée par effraction, voilà, j'ai mis du gain de ressources. Voilà. Une évasion sans aucun bonus, mais quand l'action débute, vous gagnez de ressources. Raccourci. Dans mes decks de chercheurs, c'est un truc que je fais à peu près tout le temps. Début de campagne, 2 exemplaires de raccourci, puis plus tard, on remplace par une copie d'éclaireur. Recherche poussée, alors, il faut avoir les ressources ou les cartes en main, mais c'est 2 indices sans test. Et sinon, voilà, rien de particulier. Et donc, l'ordre d'amélioration, première chose, on remplace une copie de raccourci par éclaireur. Parce qu'encore une fois, tous les ennemis auxquels on échappe, potentiellement, on se fait rattraper. Déjà, de manière générale, en solo, il faut jouer beaucoup plus vite qu'en duo, parce que il y a toujours le risque qu'à un moment donné, on pioche une carte rencontre qu'on soit pas capable de gérer. Je sais pas, un ennemi auquel on peut pas échapper et qui est difficile à vaincre, par exemple. Ou une carte rencontre qui vous ralentit, ou bon, peu importe. Donc il faut du gain d'action, mais en plus voilà, Lucius Galloway il peut laisser plein d'ennemis en jeu et il faut pas qu'il se fasse rengager s'il ne le souhaite pas. Ensuite, on améliore ce faux filet. Ce faux filet c'est quand même la carte maîtresse, c'est la carte qui fait qu'on passe de j'ai une valeur de compétence de 5 pour mes évasions à j'ai une valeur de compétence de 9 pour mes évasions. On retire une copie d'Alton O'Connell et une copie de demande un service pour inclure les chaussures de randonnée. Chaussures de randonnée, on augmente encore sa valeur de compétence pour les tests d'évasion et on augmente également sa vitesse de déplacement. Le charisme, parce qu'on a 2 alliés différents et chacun des 2 a son intérêt. Le totem macabre, on est dans un deck qui veut réussir largement. Alors le totem macabre de niveau 0 donne déjà le +1, plus une icône. Le totem de macabre de niveau 3 vous rajoute la pioche. Donc le deck tourne, on a plus vite ses bonnes cartes, voilà. Le totem macabre, on le veut. Et de manière générale, on a plein de bons objets. Sac à dos de niveau 0, c'est quand même beaucoup moins probable qu'on ait ce qu'on recherche. Voilà. Sérum d'amplification des rêves, ça sert très peu d'en avoir 2 exemplaires en jeu. On a le sac à dos qui permet de tutorer assez efficacement, donc on peut le retirer. Le totem macabre non amélioré, on en a un amélioré dans le deck. Et le raccourci, on a éclaireur, on a chaussures de randonnée, on a le sac à dos pour tutorer les chaussures de randonnée, donc normalement maintenant on se déplace vite. Et donc tout ça pour Doppelganger. Attaque par derrière, on le retire, on remplace par élan. Alors, je viens de le dire, on se déplace beaucoup plus vite, donc on risque moins de se faire rattraper par les ennemis et de devoir les vaincre. Voilà, et puis élan, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais si vous réussissez votre
votre évasion de 3 contre un ennemi qui est 3-3-3, et ben maintenant, ça... Je vais y arriver. Ça... Pour le combattre, le test passe d'une difficulté de 3 à une difficulté de 0. Alors, vous n'avez rien dans votre deck qui fait les dégâts 2 par 2, donc si vous faites du combat basique, vous faites un dégât à la fois, mais bon, c'est toujours ça de prix. Manœuvre audacieuse, ben on l'améliore. Au niveau 2, il y a deux intérêts. On passe de la réussite de 2, enfin on passe du plus 2, qui vous fournit l'indice, au plus 3, qui vous permet de récupérer ce faux filet, et en plus pioche d'une carte. Alors j'ai pas fait le compte, mais je trouve qu'on a un deck qui tourne vraiment très vite. Lexique occulte, rituel de sang, ça fait piocher, sérum d'amplification des rêves, ça fait piocher, totem macabre aussi. Le sac à dos, ben, ça retire des cartes de la pioche. L'assistante de laboratoire fait piocher. Apprentissage forcé, ben, ça fait tourner le deck plus vite. Vous venez pour la fête, ça fait piocher. La perfection vient de l'entraînement, ça sort des cartes de la pioche. Manœuvre audacieuse fait piocher. Perception, ça fait piocher. Plan d'action, ça peut faire piocher. Voilà. Alors, entrée par effraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le deck peut avoir des difficultés de ressources, donc je garde cette carte-là le plus longtemps possible. Je rentre énigme existentielle parce que je pense pas que ce soit la carte la plus utile. L'ennemi chasseur qui vous suit pour que vous puissiez lui échapper dans n'importe quel lieu. Enfin, je couperai. Je reformule. L'ennemi chasseur qui vous suit en permanence, ce qui fait que quand vous avez besoin d'échapper un ennemi, pour le bonus de Lucius Galloway, bah cet ennemi est là. C'est bien, mais on a quand même déjà tout le reste. Donc c'est pas forcément indispensable. Et pour finir, déconcerté. Déconcerté c'est génial, mais c'est niveau 3. On est dans un deck solo qui est à 36 XP, ça veut dire un deck qui gagne 33 XP pendant la campagne. Voilà, vous gagnez 33 XP pendant la campagne, ça nécessite 6 XP, c'est significatif. Et puis après tout, recherche poussée. Déconcerté, vous faites un test, et si vous le réussissez, vous avez 2 indices dans le lieu, plus évasion de l'ennemi. Ok. Mais recherche poussée, si vous avez plein de cartes en main, tout ce que vous avez à faire, c'est vous payer, vous avez les indices. Donc, d'un côté, c'est ça me coûte rien, mais il faut que je réussisse un test. De l'autre côté, c'est j'ai pas à réussir de test, mais ça peut me coûter cher. Voilà. Voilà. Et donc, on se retrouve avec ce deck-là. Et puis à tester, je sais pas, est-ce qu'il y a un bilan particulier à faire? Alors moi j'ai toujours... je trouve qu'il y a toujours une difficulté avec ce genre de deck. Je l'ai vu dans... Ça fait quelques semaines, voire quelques mois maintenant, quand je jouais mon deck Marion Tavares, c'est que c'est toujours très dur de doser quelle quantité de cartes vous devez mettre dans un deck pour faire venir des ennemis. Là, Lucius Galloway, on va dire idéal, enfin, comment dire, si on échappe à un ennemi dans chaque lieu, c'est génial, ça fait plein d'indices sans test, mais il peut aussi faire des enquêtes. Donc il n'a pas besoin d'échapper à un ennemi dans chaque lieu. Il veut trouver l'indice en échappant à un ennemi quand ça lui rend le test plus simple. Les ennemis, il a pas un deck fait pour tous les vaincre. Donc voilà, est-ce qu'on va faire venir... Est-ce qu'on va aller chercher un ennemi? Est-ce qu'on va faire venir un ennemi? Est-ce que une fois qu'on a allé chercher 2 ennemis, on s'est pas tiré une balle dans le pied? Dans certains scénarios qu'on joue peut-être pour la première fois, on va se rendre compte qu'il y a une carte rencontre qui dit tous les ennemis se déplacent vers vous, ou alors je sais pas, vous avancez dans le scénario et la dernière intrigue vous dit tous les ennemis en jeu gagnent chasseur, et là vous regrettez d'avoir
fait venir en jeu 4 ennemis, donc un pluie qui tombe, c'est grave. Voilà. Donc, est-ce que dans ce deck-là, il y a trop de cartes pour faire venir les ennemis? Est-ce que le deck va pas manquer de ressources? Est-ce qu'il faudrait pas sortir quelques cartes pour mettre 2 copies d'écrits cryptiques de niveau 0, puis plus tard de niveau 2? Et ben voilà. Deck non testé, donc il reste toujours des doutes. Ça tombe vraiment fort, je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Mais... qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Prochaine, alors je sais plus dans quel ordre c'est. Je crois que c'est Agatha Crane, voilà. Donc je vais faire 2 vidéos pour Agatha Crane. Je vous cache pas que de tout le cycle, c'est celle qui me motive le moins. Bon, donc on verra quand est-ce que j'aurai la motivation d'enregistrer et de monter. Et ben d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.